Dans seulement quelques secondes, l'Espagne va vivre sa première éclipse solaire totale depuis plus de 100 ans. Et nous sommes ici avec la NASA pour la filmer depuis l'espace. Mais nous avons failli ne pas faire cette vidéo parce qu'il y a déjà d'excellentes vidéos sur les éclipses solaires sur YouTube. Et nous pensions ne rien pouvoir ajouter. Mais ensuite, nous avons commencé à chercher. Oh mon Dieu, c'est fou! Et il s'est avéré, je peux pas, il faut juste que j'aille regarder ça. C'est incroyable! Donc Henri, Amélia et moi avions encore quelques questions sans réponse, comme pourquoi l'hémisphère nord a-t-il plus d'éclipses totales que l'hémisphère sud? Pourquoi le soleil devient-il soudainement blanc uniquement pendant la pleine totalité? Et comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas compris ce qui cause ces bandes d'ombre insaisissables au sol? Oh, c'est tellement étrange. D'accord, donc nous sommes en route vers Burgos, en Espagne, parce que ce sera en plein centre de l'ombre de la Lune, donc parfait pour la totalité. Et nous allons aussi retrouver la NASA et plein d'autres groupes scientifiques, parce qu'ils vont lancer quelques ballons jusqu'à la limite de l'espace, donc ils vont en fait filmer l'éclipse. Et avec un peu de chance, ils pourront répondre à certaines de nos questions. Allons-y! Oh mon Dieu, c'est en train d'être occulté. Non. Angela? Oui. Oh, ravie de vous rencontrer. Je suis Amélia. Oh, c'est tellement agréable de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer, merci de nous recevoir. Je suis désolé. Puis-je vous poser une question? Oui. Ce sont des éclipses solaires totales sur tes orteils? Oui. Je fais vraiment ma geek. Ouais. Je vais commencer par la première question. Combien d'éclipses as-tu vu? Donc, ce sera ma 4e éclipse et ma 3e éclipse totale. Il y a beaucoup de gens ici qui en ont vu bien plus que moi, 8 ou même jusqu'à 12. C'est fou! À quel point est-ce rare que l'Espagne ait 2 éclipses solaires totales en moins de 12 mois? Si vous choisissez un point au hasard, n'importe où sur Terre, il faut environ 300 ans pour qu'une éclipse s'y reproduise. Mais il y a aussi certains endroits, vous savez, où cela arrive parce que les éclipses suivent une certaine régularité. Vous pouvez voir l'un de ces motifs si vous tracez les trajectoires de toutes les éclipses solaires totales entre 2000 avant Jésus-Christ et 3000 après Jésus-Christ. Remarquez que l'hémisphère nord reçoit constamment plus d'éclipses, environ 15% de plus que l'hémisphère sud. Maintenant, pour qu'il y ait une éclipse solaire totale, où la Lune couvre complètement le Soleil, il faut qu'elle paraisse plus grande que le Soleil dans le ciel. Maintenant, le facteur le plus important pour cela est l'orbite elliptique de la Lune. Parfois, elle est plus éloignée de la Terre, parfois plus proche. Ainsi, au cours du mois, sa surface apparente augmente jusqu'à 30%. Mais l'orbite de la Terre autour du Soleil est également elliptique. Donc de notre point de vue, la surface du Soleil est environ 7% plus petite en juillet qu'en janvier, ce qui signifie qu'il y a une plus grande chance d'une éclipse solaire totale autour de juillet. Mais c'est aussi à ce moment-là que c'est principalement la moitié nord de la Terre qui est inclinée vers le Soleil, c'est-à-dire l'été de l'hémisphère nord. Donc c'est là que les éclipses totales ont tendance à se produire. Maintenant, l'hémisphère sud va en fait avoir plus d'éclipses annulaires, où la Lune est légèrement plus petite que le Soleil, donc il y a cet anneau de lumière solaire autour. Et c'est parce que pendant l'été austral, le Soleil est en réalité plus proche. Tout cela va en fait s'inverser parce que la Terre effectue une précession autour de son axe et que son orbite elliptique se déplace aussi lentement autour du Soleil. Dans environ 9500 ans, ce sera l'hémisphère sud qui aura plus d'éclipses solaires totales. Maintenant, il y a un autre schéma intéressant qui apparaît quand on regarde tous les types d'éclipses solaires, y compris les annulaires et les partielles. Donc j'ai fait quelques calculs sur environ 5000 ans d'éclipses, et si vous regardez combien il y en a par an, il n'y a jamais une année sans une sorte d'éclipse solaire, ce qui est assez incroyable. Il y en a au moins 2, et parfois il peut y en avoir 5. Comment? Comment peut-il y en avoir 5? Oui, je sais, regardez ça. L'orbite de la Lune est inclinée d'environ 5 degrés par rapport au plan Terre-Soleil. Donc, la plupart du temps, la Lune passe devant le Soleil. Elle est à la mauvaise hauteur pour projeter une ombre sur la Terre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'éclipse solaire tous les mois. Mais il y a ces 2 nœuds le long de l'orbite de la Lune, où elle traverse réellement le plan Terre-Soleil. Et tout au long de l'année, ces 2 nœuds vont se retrouver parfaitement entre la Terre et le Soleil. Cela arrive environ tous les 6 mois, et cela ouvre une fenêtre d'environ 34 jours pendant laquelle les éclipses solaires deviennent possibles. Et celles-ci sont appelées des saisons d'éclipses. Il y a cette grande fenêtre pendant laquelle des éclipses peuvent se produire. Ouais. Donc tant que vous avez une nouvelle lune quelque part dans cette fenêtre d'éclipse, une éclipse se produit. Mais il se trouve qu'il faut en avoir au moins une. La raison, c'est que la saison des éclipses dure 34 jours, mais une nouvelle lune a lieu tous les 29 jours et demi. Bien sûr, oui. Donc on ne peut pas traverser une saison d'éclipse sans qu'une nouvelle lune ait lieu au moins une fois. Peu importe comment on lance les dés, il faut toujours qu'elle tombe au moins une fois pendant la saison des éclipses. Donc, on a toujours 2 ans. 2 ans. Super. Ouais, non? Maintenant, si la nouvelle lune tombe vers le milieu d'une saison d'éclipse, cela produit généralement une éclipse totale ou annulaire. Et on ne peut avoir qu'un seul de ces types d'éclipses par saison.
Donc, on peut en avoir environ 2 par an. Oui, ça ne semble pas juste. Ce n'est certainement pas quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Oui, mais ça devient encore pire. Parce que si tu comptes aussi les éclipses partielles, elles se produisent plutôt vers les bords. Et comme elles se produisent vers les bords, tu peux en avoir 2 dans une seule saison d'éclipse, ou tu peux en avoir 4 par an. Mais attends, alors comment peux-tu en avoir 5? Oui, en fait, les saisons d'éclipse elles-mêmes dérivent aussi autour de l'orbite de la Terre. Donc si tu commences le 1er janvier et que tu as une éclipse vraiment tôt dans l'année, tu peux avoir une partielle, puis une autre partielle, et comme tu avances, ces saisons d'éclipse se déplacent. Donc tu en as une autre, puis encore une autre, et là tu penses que c'est fini. Mais la saison des éclipses, c'est en fait déjà décalé vers décembre, et tu en as une dernière. Donc tu peux en avoir jusqu'à 5. Waouh. D'accord, attends, je viens de réaliser que j'ai oublié de te dire mon fait préféré de toute cette discussion. Et le fait, c'est que si tu regardes la saison des éclipses au moment de cette éclipse solaire et que tu remontes d'environ 2 semaines, tu te rends compte que maintenant la Terre est entre le Soleil et la Lune. Donc tu as une éclipse lunaire. Donc tu as une éclipse lunaire, ce qui veut dire... Chaque fois qu'il y a une éclipse solaire, elle est accompagnée d'une éclipse lunaire, soit 2 semaines avant, soit 2 semaines Oh, après. c'est trop cool. Oui, donc il y en a une qui aura lieu dans 2 semaines. Oh, incroyable. Oui, c'est vraiment cool. En fait, j'ai essayé de trouver des réponses à cette question. Mais si tu regardes des vidéos en accéléré prises pendant l'éclipse, tu verras que les phases partielles sont généralement jaunâtres, et puis la totalité est blanche. Même si tu le cherches sur Google, tu as une petite animation, et ça devient blanc. Jaune, puis ça devient blanc, et ensuite ça redevient jaune. Je n'ai pas trouvé d'explication scientifique satisfaisante à ce phénomène. C'est tellement lumineux, n'est-ce pas? Pour prendre ces photos en accéléré, il faut mettre un filtre devant. Et donc, le plus courant avec ces filtres, c'est cette sorte de couleur rouge-orangé. Donc, c'est simplement que le filtre le plus courant lui donne cette couleur parce que le soleil est blanc, mais il devient assez atténué pour qu'on puisse le regarder directement pendant la totalité. Et donc, on voit, oui, du blanc. C'est juste un filtre, d'accord. C'est juste le filtre. Ah, peut-être que je peux te montrer où on en est, comme ça tu pourras t'installer. Hey. Nous sommes un laboratoire financé par la NASA à Bozeman, dans le Montana. Et c'est une extension de ce qu'on appelle Nationwide Eclipse Balloon Project. So, ils étudient les éclipses de 2023 et 2024. So, dans 2 équipes à Reykjavik, en Islande, et 3 équipes ici en Espagne. Les équipes en Islande lancent essentiellement des ballons météorologiques, des radiosondes, et ici, nous lançons ce que nous appelons des ballons d'ingénierie de l'eau. Bonjour, ici l'ingénierie Cowboy. Que fais-tu? Nous avons attaché ceci en gros, au ballon, juste en dessous de l'endroit où nous relions le ballon à la charge utile. Ouais. Et d'habitude, on a des poids un peu plus sophistiqués, mais on voulait pas juste emmener des poids en Espagne avec nous, alors on a pris des bouteilles d'eau et on les a remplies de cailloux. J'adore ça. J'adore ça. On a un petit sac avec des souvenirs, comme des autocollants de la NASA signés, des choses comme ça qu'on va envoyer avec le ballon. Ça va monter, donc tu peux le signer. Tu signes ça, Eclipse? Je veux dire Eclipse 2026, mais j'ai envie de le montrer. Je pensais que t'allais dire un truc comme Henri ou... Henri était ici? Mais on ne va pas te mettre dans le ballon. Ouais. On va s'installer à peu près au milieu, juste à cause de la direction du vent en ce moment. Ok. Donc là, le vent ne va pas dans le sens prévu par les prévisions. Donc il nous pousse dans cette direction. Il trouve juste le moyen d'être assez loin pour qu'on ne percute pas l'église. À quel point le vent doit souffler fort pour qu'on percute l'église? Elle est quand même assez loin, non? Oui, c'est vrai. Faut juste qu'on gère bien le timing avant d'y arriver. D'accord. C'est un peu étrange. J'avais l'impression que c'était comme ces choses dont j'avais vu des photos, mais je ne réalisais pas à quel point ça ressemblait à un ballon ordinaire, juste en version géante. À 3. 1, 2, 3. Incroyable. Ce lancement s'est donc déroulé parfaitement. Et en ce moment, nos caméras sont en route vers la frontière de l'espace. Mais à environ 3000 km d'ici, la NASA lance une autre mission d'observation de l'éclipse, montée sur un avion bombardier de l'époque de la guerre froide, vieux de 70 ans. Ils essaient de suivre la phase de totalité aussi longtemps que possible. Mais étonnamment, cela a déjà été tenté auparavant. En 1973, le Concorde a atteint Mach 2 et est resté en phase de totalité pendant 74 minutes.
Ici au sol, la durée maximale pendant laquelle quelqu'un pourra voir la totalité est de 2 minutes et 18 secondes. Et avec le jet de la NASA qui vole à 460 miles par heure, ils pourront rester en phase de totalité pendant environ 3 minutes. Ça ne semble pas en valoir la peine, mais ils n'essaient pas seulement d'y rester plus longtemps. Comparé à un ballon qui est un peu instable, un jet est beaucoup plus stable. Cela leur permet donc d'installer des équipements beaucoup plus sensibles afin d'étudier une partie très spécifique du Soleil. Une partie du Soleil qui a autrefois conduit à la découverte d'un élément fictif. Lors de l'éclipse totale du 18 août 1868, l'astronome français Jules Janssen s'est rendu en Inde pour observer une partie du Soleil qui est normalement noyée dans l'éclat du Soleil. Des protubérances, des arcs de gaz lumineux à l'extrême bord. Il plaça une fente devant un prisme et décomposa leur lumière en ses différentes longueurs d'onde. 5 bandes lumineuses apparurent. L'une d'elles ne correspondait à aucun élément connu sur Terre. 2 mois plus tard, l'astronome anglais Norman Lockyer vit la même raie. Il l'appela Hélium, d'après Hélios, le dieu grec du Soleil. L'année suivante, d'autres scientifiques utilisèrent la même méthode sur la couronne solaire, plus chaude, et découvrirent une autre bande inexpliquée. Pendant 70 ans, on pensa qu'il s'agissait d'un élément appelé coronium. Mais en 1939, il s'est avéré qu'il s'agissait de fer, tellement chaud que 13 de ses électrons avaient été arrachés. Ainsi, une éclipse a permis de découvrir à la fois un véritable élément et un faux. Maintenant, pour étudier l'éclipse, Janssen utilisait une fente, mais en réalité, ce n'est pas obligatoire. Donc ici, j'ai découpé une forme de triangle dans ce carton, et nous allons observer l'ombre qu'il projette. Vous pouvez voir qu'il y a cette projection de lumière qui forme un triangle. Rien de très surprenant. Mais regardez ce qui se passe lorsque je l'éloigne lentement du sol. Vous verrez que ce triangle se transforme lentement en cercle. Je peux même prendre cette forme d'éclipse, qui ressemble à une éclipse quand elle est proche du sol, mais si je la remonte, c'est toujours un cercle. Hé, qu'est-ce que tu vois, mon frère? Laisse-moi changer la lumière. On obtient une belle forme de croissant, tu vois? Tu crois que ça s'appelle un croissant de lune? Non. Un croissant. C'est très épais. Regarde ça. Oui, non, c'est cool. On prend ces mêmes découpes en carton. Encore une fois, voici celle avec le triangle. Et encore une fois, tu vois un triangle. Mais regarde ce qui se passe quand je l'éloigne. Regarde, c'est un croissant. C'est pas génial, ça? D'accord, et je peux le faire avec une autre forme. Je vais essayer avec cette forme d'étoile, qui, encore une fois, s'agrandit. Et si je m'éloigne, l'étoile aussi un croissant. C'est génial, non? Tu peux même le faire. Quelque chose comme ça. Il y a tous ces petits trous circulaires. Cercle, c'est un cercle, mais encore plus vite. Cherchons quelques petits croissants. C'est ça. C'est ça, non? Allez, allez! Tu vois, quand le carton est assez haut, tu ne regardes plus le trou, mais une projection de la source lumineuse elle-même. La lumière voyage en ligne droite, donc un rayon quittant le sommet du Soleil doit s'incliner vers le bas pour passer par le trou. Il atterrit donc ici, en bas. Le haut va en bas et la gauche se retrouve à droite. Tout se croise au niveau du trou et ça ressort de l'autre côté inversé. Ce qui signifie que pendant une éclipse, les croissants au sol pointent dans la direction opposée à ceux dans le ciel. Toutes les caméras fonctionnent en fait comme ça, en inversant votre image. Mais pour obtenir cet effet, il faut que le point soit assez petit. C'est comme une caméra asténopique. C'est pourquoi tous les espaces entre les feuilles d'un arbre sont parfaits. Pendant une éclipse, ils deviennent tous décroissants. Et il y a un autre effet incroyable. Regardez ma main. Les ombres autour de mes doigts sont assez floues, mais si je tourne ma main de 90 degrés, ces mêmes ombres deviennent soudainement beaucoup plus nettes. À l'approche de la totalité, chaque objet a une direction nette et une direction floue, séparées de 90 degrés. Prenez une source ponctuelle de lumière. À elle seule, elle projette une ombre parfaitement nette. Mais ajoutez un deuxième point, lui aussi parfaitement net, mais arrivant sous un angle différent. Maintenant, là où les deux ombres se chevauchent, vous obtenez une obscurité totale. Mais sur les bords, là où seule l'une d'elles arrive, vous obtenez la moitié de la lumière. Si vous le faites à partir de plus en plus de points, eh bien, ces bords commencent à s'empiler pour former un dégradé, et c'est ce qui crée le flou. Et pendant une éclipse, il reste cette forme de croissant. Dans la direction verticale, elle garde à peu près la même largeur que d'habitude. C'est pourquoi, dans cette direction, vous avez toujours des ombres floues. Mais si vous changez votre orientation de 90 degrés, elle devient beaucoup plus étroite. Donc, c'est à nouveau comme une source ponctuelle. C'est pourquoi les ombres dans cette direction sont parfaitement nettes. Nous sommes donc à quelques minutes de la totalité. Et ce que nous allons faire, c'est tenir ce drap. Ce que nous cherchons, ce sont ces longues ombres mouvantes. On les appelle parfois des ombres serpentines, à cause de la façon dont elles se déplacent. Donc on parle de secondes avant la totalité, où vous verrez apparaître ces bandes d'ombre. Peut-être 20 secondes ou 10 secondes avant la totalité. Donc il faut vraiment être, vous savez, attentif et conscient qu'elles vont apparaître. Oh là là, je suis un peu stressée à l'idée qu'on doit filmer ça maintenant. Tu vas t'en sortir. Je veux dire, soit ils seront bien visibles, soit tu vas pouvoir les capturer. Oui. Ou alors ils seront tellement subtils que personne ne les verra de toute façon. C'est tout ?
Non, je pense qu'il y a un petit quelque chose. C'est léger. Oui. Oh, c'est tellement bizarre. Tu vois, tu l'as vu? Genre, c'est clairement là. Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il bougeait juste, comme le drap. Non, allez, c'était là. Genre, ça existe vraiment. Donc on l'a vu, c'était faible. Il y a encore un certain mystère autour des bandes d'ombre, mais ce qui les cause exactement, il y a encore des choses à découvrir à ce sujet. Donc c'est vraiment une question ouverte. Juste avant les toutes dernières secondes de lumière avant l'éclipse, on observe ce qu'on appelle les perles de Bailey, où il ne reste qu'un seul point de lumière, ou juste quelques points de lumière le long du limbe. La principale théorie est que ces faisceaux étroits de lumière traversent de nombreuses couches d'air de température et de densité différentes. Chacune des frontières entre ces couches d'air réfracte la lumière, la faisant se courber dans tous les sens. C'est en fait le même effet qui fait scintiller la lumière des étoiles. Mais si c'était toute l'histoire, en montant dans l'atmosphère, vous ne verriez sûrement pas ces bandes d'ombre. Tu as entendu? Parce qu'une expérience a été réalisée à Burgos par un ingénieur de l'armée en 1905, lors de l'éclipse de 1905, à bord d'un ballon à hydrogène. Oh wow, je n'avais pas entendu ça. En fait, ils cherchaient des bandes d'ombre. Oh, vraiment? Alors, ils ont lancé ces ballons. Ils ont mis de grands draps blancs sous les ballons pour essayer de les repérer. Et puis, ils ne voyaient rien. Ils étaient là à regarder. Et puis, tout à coup, quelqu'un a fait remarquer qu'il y en avait partout, comme sur leurs mains, sur la nacelle, et ils les voyaient partout, mais pas sur le drap blanc. Ils restaient juste dessus. Mais encore une fois, quelqu'un faisait déjà des essais en altitude, ici même, dès 1905. C'est incroyable. Mais que se passe-t-il là-bas? Y a-t-il une autre explication? Donc il y a l'autre chose qui entre en jeu là-bas, c'est le relief même de la Lune. Donc ces différentes sources ponctuelles, lorsqu'elles s'alignent et interfèrent les unes avec les autres, c'est là que vous obtenez certains de ces effets secondaires qui les rendent plus prononcés. Parce que vous pouvez l'imaginer comme, vous savez, dans un théâtre. Si vous pouvez vous imaginer dans un théâtre et qu'il y a un projecteur qui brille, vous avez une seule source ponctuelle. Si vous aviez 3 projecteurs, vous obtiendriez des sortes d'ombres superposées intéressantes. Et c'est l'un de ces effets qui amplifie cela. Ce sont les bandes d'ombre. Oh, c'est cool! 15 secondes. D'accord, vite. Mets les lunettes. Oh mon Dieu! Maintenant. C'est tellement étrange. Mec, c'est tellement fou. Incroyable. Oui. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est bien plus fou que ce que j'imaginais. Tout le monde a été déchaîné. J'adore ce gars. Oh mon Dieu, on peut voir la couronne. Et regarde cette grosse boule à gauche qui dépasse vraiment. C'est comme éthéré. C'est comme une éruption solaire? Je ne sais pas. Je ne trouve pas les mots. Je me dis juste, c'est génial. Ouais, non? C'est le coucher de soleil à 360 degrés. Ah, le coucher de soleil à 360 degrés. Ouais, t'as raison. Il y a un coucher de soleil à 360 degrés. Le coucher de soleil à 360 degrés. Oh mon Dieu! J'adore ça. Tu passes un bon moment ici, n'est-ce pas? C'est incroyable! Je te connais! Tu viens d'où? De la chaîne Veritasium. Jésus-Christ, ça a été très rapide. C'est incroyable! Ça revient! Ça revient! Regarde le ciel! Regarde le ciel! Incroyable. Ça a changé ma vie. Ça m'a rendu déraisonnablement enthousiaste. Et pas qu'un peu! Et puis, cet anneau dans le ciel. C'est génial. Je n'ai jamais été aussi excité par un événement naturel auparavant. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as ressenti, mec? C'était fou, c'était vraiment fou. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Le voir en vrai, c'est un peu cataclysmique. Ça te donne envie de pleurer. On est debout à l'aube, à courir après ce ballon. Il a suivi un trajet complètement fou et a fini par tomber beaucoup plus près qu'il ne le pensait. Il va probablement encore finir dans un champ d'agriculteurs quelque part. On devrait peut-être faire une petite randonnée pour le récupérer. On y va? Je veux dire, je sais pas. Il y va.
Puis nous avons nos caméras, donc c'est bien. Donc, c'est celui-là. Oui. D'accord, cool. Oh, there you go. Something's going. Ça, c'est fou. C'est dingue. C'est trop cool. Mes plans préférés de l'ombre sont ceux où, oui, on peut juste en voir une partie qui s'éloigne. Ouais,